Ton chien monte sur le canapé, c'est sûr, il est dominant. Ton chien se bagarre, il est dominant. Ton chien fait pipi plus haut que les autres, il est dominant. Tu devrais vraiment commencer à lui montrer qui est le chef. Alors c'est des phrases qu'on a tous entendues ou lues. Sur Facebook, tous les jours, on lit, on a le droit à son lot de ton chien est dominant, ton chien fait ceci, ton chien fait cela, c'est sûr, et il te domine. Moi, ça commence à être rébarbatif. Donc il va vraiment être très important que les gens commencent à se mettre en tête que le chien n'est pas comparable à un loup. De même que nous les humains ne sommes pas vraiment comparables à un singe. Bon alors déjà si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, j'ai 30 ans. Je suis éleveuse de bergers australiens et éducatrice et comportementaliste pour les chiens. Je travaille exclusivement en méthode amicale et positive et je ferai une vidéo là-dessus pour t'expliquer un peu ce que c'est. Donc tu comprendras bien que tout ce qui est théorie de la dominance, c'est vraiment pas mon truc. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, quelle est la définition de la dominance dans le monde animal ? La dominance est définie comme une relation entre des individus établie par la force, l'agression et la soumission afin d'obtenir l'accès aux ressources désirées. Les ressources désirées, ça peut être la nourriture, le sexe, les endroits pour se reposer, etc. Maintenant que ça s'est établi, on va partir sur le fait qui est très important, c'est le chien et le loup sont des cousins très lointains. Donc comme je te disais au début, c'est vraiment comme comparer un homme à un singe. Si tu veux, tes comportements à toi ne sont pas définis par la même chose qui définit les comportements des bonobos ou des gorilles, tu vois. Donc c'est la même ineptie qu'en fait dire qu'un loup c'est un chien et qu'il se comporte comme un chien. Le chien, lui par exemple, on a remarqué qu'avec le temps, il a vraiment appris à s'adapter aux humains et à vivre avec lui et à même le comprendre, alors qu'un loup, il va tout faire pour être le plus loin possible de nous parce qu'il sait qu'on est un petit peu en danger pour lui. J'ai remarqué au fil des années, en travaillant avec beaucoup de propriétaires de chiens, que les gens aiment beaucoup la pratique de cette éducation coercitive, donc qui tourne autour de cette théorie, parce que ça va très vite. Et les raccourcis sont très faciles. Tu vois, c'est facile de dire « Ah, mon chien fait ci, bah, c'est parce qu'il est dominant, va falloir juste que, crac, je serre la vis et ça ira mieux, que je lui montre que c'est moi le chef et que je suis au-dessus de lui. » Et donc l'éducation qui découle de ça est facile à mettre en place. Facile pourquoi ? Parce que je dirais que l'homme a toujours cette volonté en fait d'être au-dessus de tout, au-dessus des animaux. En fait, on aime bien se croire au-dessus. Voilà. Alors la théorie de la dominance, pour te l'expliquer un peu, c'est la théorie selon laquelle, tu l'as bien compris, l'homme doit se placer en tant que chef de meute, donc mâle alpha ou femelle alpha, aux yeux de son chien. Ce sera celui qu'il faut suivre, celui à qui il faut obéir, et il faudra imposer au chien des règles, même s'il faut utiliser la force pour bien lui faire comprendre qu'il n'a aucun pouvoir sur son humain. Cette théorie vient d'anciennes observations qui ont été faites par des scientifiques du XXe siècle, donc c'était il y a quelques temps quand même. Je ne vais pas te donner trop de détails, si vraiment tu veux en savoir plus et creuser, je t'invite à le faire sur internet, tu trouveras de très bonnes informations. Mais alors, ce qui me pose problème, moi, c'est que les études qui ont été faites, donc il y a assez longtemps, ont été faites sur des meutes de loups en semi-captivité ou en captivité. Donc déjà, c'est un peu des études qui sont biaisées parce qu'on est censé quand même observer les animaux en milieu naturel pour connaître leur réel comportement. Comme c'est de la semi-captivité ou de la captivité, c'est des groupes de loups qui sont reconstitués. Donc on ramène souvent des nouveaux loups, des jeunes loups qu'on capture dans la nature et qu'on va mettre dans un groupe déjà établi ou dans un groupe qu'on aura déjà reconstitué. Donc forcément, quand tu ramènes un nouveau loup dans un groupe qui est déjà établi, tu vas avoir des réactions de la part du groupe bien établi à l'encontre de ce loup qui vient d'arriver, qui vont être parfois violentes, agressives ou de rejet tout simplement. Forcément,
si tu veux, la mise en situation allait forcément apporter des observations qui allaient être mauvaises. Voilà, il y avait souvent des tensions, des bagarres, parfois des mises à mort, enfin, c'était... voilà. Donc leurs observations étaient faites sur ce genre de groupe de loups où il y avait forcément toujours une recherche, à leurs yeux en tout cas, de certains loups d'accéder au rang plus haut. Aujourd'hui, on sait que dans des meutes sauvages de loups, c'est pas du tout la même chose. Alors la meute sauvage, c'est une meute familiale. Ça veut dire qu'elle commence avec un loup mâle et un loup femelle qui ont des petits, qui ont des petits, qui ont des petits. Certains décident de partir en dehors de la meute et de devenir des loups solitaires. À savoir que les loups sont à 70% des loups solitaires dans la nature. C'est plutôt maman et papa, en gros, qui régissent un peu tout ce qui va se passer dans la vie de la meute. Il n'y a pas du tout d'agressivité ou de recherche de pouvoir, parce que voilà, on sait qui est le chef, entre guillemets. Et encore, j'aime pas ce terme, c'est plutôt un leader, c'est lui qui va dire où on va, comment on y va, et allez hop, c'est parti. La deuxième chose, c'est on ne peut pas étudier le comportement d'un animal et le transposer à celui d'un autre, sans faire de recherche, sans rien en fait. Encore une fois, ce serait comme dire l'être humain se comporte comme un gorille. Et la troisième chose, c'est qu'il est prouvé qu'on ne peut en aucun cas, et ça mets-le-toi bien dans la tête, dominer une autre espèce que la nôtre. Aussi, on a récemment étudié des meutes de chiens sauvages qui ne sont pas du tout en contact avec les humains, qui essaient de les fuir, qui ne les approchent pas, mais qui vivent aux dépens de ce que nous on jette. Donc c'est des chiens, des meutes de chiens qui vivent souvent dans des décharges ou autour des décharges, donc pour pouvoir se nourrir. Ce qui en ressort, c'est que plus de la moitié de ces chiens sont solitaires, donc ne vivent pas du tout en groupe. 26% de ces chiens ont un ami temporaire, ça veut dire que de temps en temps ils se retrouvent à trader avec un autre chien. Soit pour le confort par exemple quand il fait froid, soit parce qu'ils ont envie de jouer, soit... Enfin voilà, ça arrive. Et uniquement 16% de ces chiens vivent en groupe de plus ou moins 3 chiens et 2% vivent en meute de plus de 3 chiens. Tu vois à quel point c'est peu. Donc le chien n'est pas un animal de meute, c'est plutôt un animal social qui aime parfois la compagnie des autres. Alors maintenant que je t'ai un peu expliqué comment ça se passait et ce que c'était, je vais t'expliquer pourquoi, à mon sens, avoir des croyances comme ça, c'est très très dangereux pour une relation homme-chien. Alors, passer ton temps à penser que ton chien n'a que pour seul but de te dominer ou de chercher à être au-dessus de toi ou à te contrôler, et ben forcément ça te donne une vision de ton chien qui est un peu mauvaise. Et ça nous amène aussi à toujours vouloir lui montrer que non, c'est nous le chef, c'est nous les plus forts. Avec cette théorie de la dominance vient une méthode d'éducation qui s'appelle coercitive. On nous a appris que pour éduquer un chien, et ça on l'a appris en regardant des émissions télé, je pense notamment à César Milan par exemple, dans les médias, les vétérinaires, ce qu'ils nous apprennent, on nous dit que quand un chien est récalcitrant à faire quelque chose, il faut lui montrer qu'on est le chef en le prenant par la peau du cou et en l'écrasant au sol et en tenant son cou le temps que le chien se calme. Tu sais, genre quand ton chiot te mordit, tu peux le mordre ou lui pincer la gueule très fort, le secouer par la peau du cou parce que c'est ce que maman fait. Laisse-moi te dire que je n'ai jamais vu une mère chien prendre et secouer un chiot par la peau du cou. Si elle veut le calmer ou l'engueuler, ce qu'elle va plutôt faire, c'est se mettre dessus ou exercer une pression avec sa tête, donc comme ça sur le chiot, ou mettre sa patte dessus doucement jusqu'à ce qu'il se calme, mais jamais le secouer par la peau du cou. Sauf si elle veut le déplacer et elle ne le prend pas par la peau du cou, elle le prend par tout le dos, en fait, comme ça, pour le transporter. Donc non. Il faut manger avant ton chien, évidemment, parce que si tu manges après, tu lui montres que c'est lui qui mange en premier, donc c'est lui le roi de la bouffe. Il ne faut pas le laisser être physiquement au-dessus de toi, ça veut dire que si tu es assis sur ton canapé et que ton chien aime bien monter sur le dossier du canapé, parce qu'il aime bien cet endroit,
et ben tu vas te dire que non, il veut être au-dessus de toi, donc non, il faut absolument pas le laisser faire. Il faut pas le laisser aller où il veut en balade, qu'il faut pas mettre son panier sur un lieu de passage, tout plein de choses qui amènent à ce qu'on appelle des méthodes d'éducation coercitive. Ce qui me gêne dans ce genre de méthode également, c'est que on impose tout sans essayer de comprendre le chien, de comprendre ce qu'il a à nous dire, sans essayer, nous aussi, de nous faire comprendre en lui apprenant des choses. Non, on lui impose, parce que c'est comme ça. Donc on finit, comme je t'ai dit tout à l'heure, par voir son chien comme un démon et toujours être en conflit pour garder cette place d'alpha. Donc c'est vraiment pas une relation idéale, c'est comme si tu étais tout le temps constamment en conflit avec ton mari pour savoir qui était le plus fort dans le couple. Tu vas voir que ta relation va pas être très bonne si c'est comme ça, donc ça me pose un peu problème. Il y a certaines choses qui sont très importantes, c'est que le vrai problème en fait c'est d'utiliser le mot dominant ou soumis comme un qualitatif, tu vois. Tu peux pas passer ta vie à expliquer tous les comportements de ton chien en disant c'est parce qu'il est dominant ou c'est parce qu'il est soumis. Voilà, un chien, et là je te parle de domination intra-espèce, donc dans l'espèce chien. Là on ne parle pas par rapport à l'homme. Parce que, encore une fois, la domination interespèce, donc entre l'homme et le chien par exemple, ou entre le chat et le chien, n'existe jamais. Ça, je veux que tu te le retires de la tête. Ton chien ne peut pas être dominant avec toi, ne peut pas avoir un comportement de dominant ou de soumis avec toi. Il va juste, enfin ça on verra plus tard, il va juste te proposer certains codes pour te détendre ou certains codes pour te dire qu'il n'aime pas ce que tu fais. Mais ça c'est de la communication, c'est pas de la dominance. Voilà. Donc la dominance intra-espèce, donc entre chiens, est possible, mais elle n'est pas constante. Ça veut dire qu'un chien ne peut pas être dominant avec des chiens tout le temps. Si tu veux utiliser ce mot, ça ne me gêne pas, mais je vais t'expliquer quand est-ce que tu peux l'utiliser. Un chien, par exemple, tu prends deux chiens. Donc tu prends Loulou et Bilou. Okay, Loulou adore les balles. Vraiment, tu vois, il ferait passer la balle avant son maître, avant la bouffe, avant une femelle en chaleur, avant tout. Bilou, lui, à la balle, il en a un peu rien à carrer, tu vois. Lui, il aime les saucisses, tu vois. Donc si tu prends Loulou et Bilou et que tu lances une balle, évidemment, tu te rendras compte que Loulou va courir après cette balle. Peut-être que Bilou va se mettre à courir après Loulou parce que ça va le faire rigoler et que c'est vraiment cool de courir après ses copains. Mais la balle, il s'en fout. Donc il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de dominance, il n'y aura rien. Tu verras pas de comportement que tu pourras qualifier de dominant. Tu verras juste un chien qui aimera la balle et un chien qui s'en fout un peu. Si à tout ça, tu rajoutes Lola. Lola aime les balles. Les balles, c'est toute sa vie. Elle fait des fixations dessus. Pareil que Loulou, voilà, c'est quand elle voit une balle, elle en bave, tu vois, tellement l'excitation est forte. Donc, tu as Loulou, Bilou et Lola, et tu lances une balle. Lola et Loulou se précipitent pour l'attraper, et là, ils arrivent au même endroit pour prendre la balle, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils se battent pour avoir la balle. Ça veut dire que tu vas avoir une grosse bagarre, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lâche, et qu'il y en ait un qui chope la balle. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, oulala, Lola est vachement dominante. Ou tu diras, oulala, Loulou est vachement dominant, regarde-les, ils se battent. Tu vois. Tu auras deux chiens pour qui, en fait, la ressource principale et la ressource la plus importante sera cette balle. Donc, ils vont se battre pour avoir cette balle. Si en revanche, tu jettes un morceau de saucisse, Loulou et Lola vont aller essayer d'aller le chercher. Mais qui va choper ce morceau de saucisse? Tu peux être sûr que ce sera Bilou. Parce que lui, la saucisse, c'est toute sa life. Donc, il se battra pour cette saucisse jusqu'à la mort. Sur un instant T, pour une ressource précise ou pour quelque chose, un chien pourra se montrer ce que tu appelles dominant. Puis pour finir, je vais te parler un peu des mythes et des raccourcis faciles qu'on a tous fait. Pour commencer, on a le bien connu de « il faut manger avant son chien » pour lui montrer qu'on est le chef. Il faut savoir que les loups en meute sauvage et en meute familiale, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, vont chasser une proie et tous se mettre à la manger en même temps. Alors effectivement, tu auras ceux qui vont avoir des grosses priorités et vont se placer pour manger les meilleures parties, mais ils vont tous être les uns côte à côte pour manger. Il ne faut pas se battre pour la nourriture, tout le monde aura sa part, puisque le leader du groupe
se mettrait lui-même de côté et ne mangerait pas pour faire en sorte que toute la meute ait à manger. Donc tu vois bien que ça tient pas du tout, cette histoire. J'ai même vu parfois on mange dans sa gamelle pour bien lui faire comprendre que cette gamelle est à nous et qu'on est bien gentil de lui en donner un peu. Franchement, moi ça me... C'est le genre de truc qui me sort par les trous de nez en fait, tellement c'est... Ensuite également on a ne laisse pas ton chien monter sur le lit ou le canapé parce que s'il peut être au même niveau que toi, il prendra forcément le dessus. Si tu as envie que ton chien dorme avec toi, merci Edra. Si tu as envie que ton chien monte sur ton canapé et partage des moments d'amour avec toi, fais-le. Mais alors sache qu'en aucun cas le fait que ton chien monte sur le canapé ne va le rendre complètement dominant ou tyrannique. Alors, il ne doit pas passer les portes en premier. Non, c'est faux également. Pourquoi c'est faux? Parce que figure-toi que, même en comparant le chien à un loup, dans la nature, il n'y a pas de porte. Alors, si le chien tire en balade, c'est parce qu'il veut te dominer, il veut te montrer quel chemin il veut prendre et que c'est lui le chef. Non, ton chien tire sur sa laisse en balade parce qu'il a 4 pattes, qu'il marche 2 ou 3 fois plus vite que toi à un rythme normal et qu'il est très content de sortir dehors et de pouvoir explorer et sniffer et c'est tout, c'est tout. Voilà. Il n'en tient qu'à toi de lui apprendre à marcher en laisse poliment. Voilà. Ensuite, il y a, j'en ai parlé tout à l'heure, la pratique de l'alpha roll. Qu'est-ce que c'est l'alpha roll? C'est quand tu prends ton chien par la peau du cou et que tu l'éclates au sol un peu en fait. Tu le plaques par terre et tu attends qu'il ne te montre plus aucun signe de rébellion. Et là, tu sauras qu'il aura compris que c'est toi le chef. Donc ça, c'est une grosse punition utilisée en méthode coercitive pour... dès que le chien fait quelque chose qui ne va pas, on le plaque au sol. Je vais t'apprendre un truc, peut-être. Maintenir de force ton chien dans cette position, c'est pour lui un signal de mise à mort, en fait. C'est comme si tu allais le tuer. Parce que dans la nature, quand une meute de loups, par exemple, ou une meute de chiens rencontre un autre chien qu'il veut s'en débarrasser, ils vont tous se mettre à plusieurs sur lui, le maintenir dans cette position et commencer à le déchiqueter et à le tuer, en fait. Donc, il y a des études qui ont été faites sur le taux de cortisol, donc l'hormone du stress, sur des chiens qui sont mis dans cette position. Ça fait peur. Ça fait peur. Alors, si le chien est couché sur un passage, par exemple, il ne faut surtout pas l'enjamber. Non, ce qu'il faut faire, c'est le faire bouger. Voilà, ton chien est en train de dormir tranquillement et le pauvre, il s'est couché sur le passage de la porte parce que cet endroit-là était le plus frais ou le plus chaud ou le plus confortable. Il est en train de dormir d'un sommeil profond et toi, pour lui prouver que tu es le chef parce que tu veux aller aux toilettes, tu vas le pousser et le forcer à bouger. Et après, les gens s'étonnent que certains chiens grognent. Alors toi, t'imagines, t'es en train de dormir dans son sommeil le plus profond, t'es en train de faire un rêve où t'es riche et t'as plein de femmes, et quelqu'un vient et te pousse du lit, comme ça, en te disant tu étais sur ma place de lit. Ça ne va pas du tout. Non, enfin, il y a un moment, faut arrêter. Alors, mon chien me grogne dessus, c'est sûr, il me domine. Non. Ton chien te grogne dessus pour exprimer son mécontentement, sa peur ou son stress. Ça ne sert à rien de mettre des claques à ton chien sur la tête parce qu'il te grogne dessus, ça ne sert à rien de lui serrer fort le museau, ça ne sert à rien de le mettre en alpha roll, ça ne sert à rien de le punir ou que sais-je, de le frapper même parfois ou de lui crier dessus. C'est de la communication. On n'empêche pas un animal de communiquer son inconfort. En bon humain et en bon maître qu'on est, on se demande pourquoi et on aide ce chien à ne plus être dans cet état-là. C'est aussi simple que ça. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout abordé là-dessus. Je te mets en barre d'infos des livres qui sont super intéressants à lire là-dessus. Il est extrêmement important, quand on aime les chiens, d'arrêter de croire en cette théorie et ces raccourcis tout faits qui en fait nous mènent nulle part et qui nous mènent pas du tout à avoir une relation sereine et de confiance avec nos animaux. Quelle relation vous voulez avec votre chien? Est-ce que vous voulez que votre chien ait peur de vous? Ou est-ce que vous voulez que votre chien ait envie de vous faire confiance et qu'il fasse des choses parce que ça lui apporte du bien? Perso, le choix est vite fait, je vous laisse y réfléchir. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous voulez comme relation avec votre chien. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui parlera de l'éducation coercitive vs l'éducation positive. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à tout vite.